En 1998, la retraite de l'emblématique SR-71 Blackbird a laissé un vide dans les capacités de surveillance, créant un écart potentiel entre les États-Unis et les nations concurrentes. Face à des menaces évolutives, telles que les armes anti-satellites et les technologies anti-furtivité, un nouveau concept a émergé, celui qui privilégie une vitesse extrême plutôt que la furtivité traditionnelle, remettant en question les normes établies par les chasseurs à réaction de 5e génération et les développements projetés de drones. Le SR-72, successeur du Blackbird, est plus rapide que les avions les plus rapides de l'histoire, et en tant que parent direct du SR-71 Blackbird, ses capacités et ses composants technologiques de pointe en font un engin imparable. En quoi le SR-72 est-il capable? Qu'est-ce qui rend ce jet imbattable? Rejoignez-nous alors que nous explorons le nouveau Dark Star qu'aucun chasseur à réaction ne peut battre. Le SR-71, connu sous le nom de Blackbird, a été conçu pour voler à une vitesse extrêmement élevée, dépassant Mach 3. Il avait un équipage de 2 personnes, le pilote dans le cockpit avant et l'officier des systèmes de surveillance à l'arrière. L'avion était conçu pour être furtif, peint en bleu foncé pour émettre peu de chaleur interne et se fondre dans le ciel nocturne, lui valant le surnom de Blackbird. Le SR-71 reposait sur une combinaison d'altitude élevée et de vitesse pour éviter d'être intercepté. Ses contre-mesures radar et sa faible visibilité rendaient le suivi difficile pour les sites de missiles ennemis. Même si un missile surface-air était lancé, le SR-71 pouvait souvent le surpasser ou effectuer des manœuvres évasives. La structure de l'avion était principalement constituée de titane et de matériaux composites en polymère. Lockheed, le fabricant, a dû surmonter des défis liés à l'utilisation du titane en raison de problèmes de coût et de corrosion. Les températures élevées pendant le volume nécessitaient des solutions de conception uniques telles que des sections d'ailes ondulées pouvant se dilater sans se fissurer. Les panneaux du fuselage étaient lâchement ajustés au sol, s'alignant correctement lorsque la structure se réchauffait. Le pare-brise extérieur du cockpit était en quartz et fusionné à un cadre en titane. L'avion fuyait du carburant au sol en raison de l'expansion thermique, causant quelques inconvénients aux équipes au sol. Des lignes rouges sur l'aile indiquaient les zones où le personnel ne devait pas marcher. Les pneus du SR-71, remplis d'azote et contenant de l'aluminium, coûtaient 2 300 $ chacun et devaient être remplacés après environ 20 missions. Le Blackbird atterrissait à des vitesses élevées et utilisait un parachute de freinage pour réduire la distance d'atterrissage et minimiser l'usure des freins et des pneus. Malgré sa conception difficile, aucun SR-71 n'a jamais été abattu pendant sa durée de service. Obtenir suffisamment de titane était difficile car les États-Unis avaient besoin de plus de fournitures. L'équipe Skunk Works a dû le trouver ailleurs et une quantité significative provenait de l'Union soviétique. Ils ont réussi à obtenir le titane nécessaire en utilisant des pays du tiers-monde et des opérations trompeuses. Le SR-71, constitué principalement de titane, visait à réduire sa visibilité au radar. Sa forme et ses matériaux étaient conçus dans ce but. L'avion présentait des caractéristiques telles que des chines, des arêtes vives le long du fuselage et des matériaux spéciaux sur sa peau pour absorber les signaux radar. Ils utilisaient également des additifs dans le carburant pour rendre l'échappement moins visible au radar. Cependant, la technologie radar soviétique a progressé rapidement, dépassant les mesures de furtivité. Les chines, arêtes vives près du nez le long du fuselage, ont été ajoutées pour la furtivité. Elles ne faisaient pas partie de la conception originale, mais se sont avérées créer des tourbillons améliorant les performances aérodynamiques. Les Chinois ont également réduit les vitesses d'atterrissage et augmenté la stabilité à haute vitesse. Ces améliorations aérodynamiques étaient inattendues mais bénéfiques pour les performances globales de l'avion. Les entrées d'air du SR-71 étaient cruciales pour son volume à haute vitesse. Ces entrées permettaient à l'avion de voyager à des vitesses dépassant Mach 3.2, considérée comme sa vitesse la plus efficace. Les entrées avaient une partie mobile appelée pointe à l'avant. La pointe était complètement en avant au sol et pendant un volume plus lent. Lorsque l'avion accélérait au-delà de Mach 1.6,
La pointe se déplaçait vers l'intérieur, contrôlée par un ordinateur. Cet ajustement aidait à gérer les ondes de choc et le flux d'air, assurant un voyage supersonique efficace. Au cours des premiers vols, les ordinateurs analogiques ne contrôlaient pas toujours parfaitement la position de la pointe, entraînant des problèmes tels que le déclenchement des entrées. Ce déclenchement causait des problèmes tels que l'arrêt du moteur et des embardées violentes. Pour remédier à cela, les ingénieurs ont développé des solutions telles que le redémarrage des deux entrées. Plus tard, un système de contrôle électronique a été ajouté pour détecter et corriger automatiquement les conditions de déclenchement. La NASA a également découvert que les tourbillons des chines du nez affectaient l'efficacité du moteur, conduisant à des améliorations supplémentaires. En 1980, le système de contrôle analogique a été remplacé par un système numérique appelé DAFX, ce qui a réduit les CA de déclenchement des entrées et amélioré les performances globales. Le SR-71 était équipé de deux puissants moteurs appelés Pratt & Whitney G58. Ces moteurs innovants pouvaient produire une poussée robuste de 32 500 livres à l'arrêt. Les moteurs étaient les plus efficaces lorsque l'avion volait à sa vitesse typique d'environ Mach 3,2. Lors du décollage, 26% de la poussée provenait du post-combustion, une partie qui augmentait la puissance du moteur. La post-combustion fournissait progressivement toute la poussée à environ Mach 3 à mesure que l'avion accélérait. L'air passait d'abord par la compression et le chauffage pour comprendre le fonctionnement des moteurs. L'air comprimé entrait dans le compresseur du moteur, où une partie était dirigée vers la post-combustion. Le reste de l'air comprimé passait par plusieurs étapes de compression et se mélangeait avec du carburant dans la chambre de combustion. Après avoir traversé la turbine, les gaz d'échappement et une partie de l'air prélevé dans le compresseur entraient dans la post-combustion. À des vitesses d'environ Mach 3, l'augmentation de la température due à la compression réduisait le débit de carburant autorisé car la limite de température de la turbine restait la même. Les machines rotatives du moteur devenaient moins puissantes, mais cela suffisait à maintenir un flux d'air constant à travers l'admission. La poussée à grande vitesse provenait maintenant de l'augmentation de température de la post-combustion. La vitesse maximale de l'avion était limitée par la température de l'air entrant dans le moteur, qui ne pouvait pas dépasser 800 degrés F. Le SR-71 utilisait initialement des moteurs externes Buick Wildcat 5, 8 montés sur un chariot de démarrage pour mettre en marche les moteurs. Plus tard, un système de démarrage pneumatique plus silencieux a été développé pour les bases principales, mais les chariots de démarrage V8 sont restés sur les sites d'atterrissage sans le système pneumatique. Le SR-71 disposait de différentes options de carburant, mais utilisait principalement du JP7, qui était difficile à allumer. Une substance appelée triéthylborane était injectée pour démarrer les moteurs, créant des températures élevées nécessaires pour allumer le JP7. Le TEB produisait une flamme verte pendant l'allumage du moteur. Lors du décollage, le SR-71 transportait seulement une charge de carburant partielle pour réduire le stress sur les freins et les pneus. Il atteignait rapidement des vitesses et altitudes élevées, utilisant un tiers de son carburant. Il y avait une idée fausse selon laquelle les avions se ravitaillaient peu de temps après le décollage en raison de fuites de carburant causées par une défaillance du scellant. Mais la véritable raison du ravitaillement était la nécessité de l'avion d'atteindre des vitesses maximales, qui n'étaient possibles qu'avec le ravitaillement en volume. Le ravitaillement en volume était nécessaire pour les missions de longue durée et des avions citernes spécialisés tels que le KC-135Q étaient utilisés. Ces avions citernes étaient équipés de perches de ravitaillement modifiées pour ravitailler le SR-71 à grande vitesse. Le cockpit de l'avion avait un affichage spécial pour le pilote pendant le ravitaillement, fournissant des indices subliminaux sur l'attitude de l'aéronef. Pour la navigation, le SR-71 utilisait un système de guidage astro-inertiel développé par Nortronix. Ce système suivait les étoiles à travers une fenêtre sur le fuselage, corrigeant les erreurs de navigation avec des observations célestes. Le système de navigation était assez précis pour limiter la dérive à 1000 pieds de la direction de déplacement à Mach 3, selon un ancien pilote du SR-71.
Le SR-71 disposait de divers outils et systèmes pour SS Mission. Cela incluait des caméras optiques et infrarouges, des radars et des systèmes de renseignement électronique. Les caméras pouvaient être placées dans différentes parties de l'aéronef pour capturer des images grand angle ou en gros plan de la cible. Les systèmes radars ont ensuite été remplacés par une technologie plus avancée. L'aéronef disposait également de systèmes de contre-mesures pour se protéger contre les menaces. Ces contre-mesures électroniques pouvaient brouiller les signaux et désorienter les systèmes ennemis. L'équipage utilisait des combinaisons spécialisées pour résister aux hautes altitudes et aux températures élevées pendant les vols. Ils ne pouvaient pas utiliser de masques standards, donc des combinaisons pressurisées ont été conçues pour fournir suffisamment d'oxygène. Le cockpit était équipé d'un système de refroidissement pour gérer la chaleur extrême générée lors des vols à haute vitesse. L'équipage avait également une manière de se nourrir et de boire pendant les missions prolongées, utilisant des contenants avec des pailles qu'ils pouvaient guider dans leur casque. Dans l'ensemble, le SR-71 était équipé de diverses technologies pour accomplir avec succès ses missions de reconnaissance. Mais en 1989, il a été retiré. Les gens pensaient que le SR-71 Blackbird avait été retiré en 1989 car il était coûteux et considéré comme inutile en raison d'autres méthodes de reconnaissance en amélioration. L'armée de l'air l'a déclaré au Congrès. Cependant, certains pensaient que la décision relevait davantage de la politique au sein du Pentagone que du réel besoin de l'aéronef. Graham, un ancien commandant, a soutenu en 1996 que le SR-71 avait des capacités de renseignement uniques non fournies par des alternatives telles que les satellites, les U-2 et les drones dans les années 1990. Il a souligné qu'au cours des années 1970 et 1980, les commandants d'unités SR-71 étaient souvent promus, mais vers le milieu des années 1980, une nouvelle génération de généraux voulait réduire le budget du programme au profit d'autres priorités, comme le bombardier B-2. Ce nouveau dirigeant estimait que le SR-71 n'était plus essentiel et ont tenté de convaincre le Congrès et les services militaires de son inutilité, même si Graham affirmait que leurs affirmations étaient plus une technique de vente qu'un fait à l'époque. L'armée de l'air aurait pu considérer le SR-71 comme un outil de négociation pour protéger d'autres projets importants. Les généraux en charge ne voyaient pas l'intelligence fournie par le programme SR-71, crucial pour les opérations et la stratégie, comme très précieuse pour l'armée de l'air. Au lieu de cela, ils estimaient qu'elle était plus importante pour la CIA, la NSA et la DIA. Une incompréhension de la surveillance aérienne et un manque de connaissances sur le SR-71 ont alimenté les efforts pour le discréditer, avec la promesse d'un remplacement en cours de développement. Dick Cheney a mentionné au Sénat que le SR-71 coûtait 85 000 $ par heure de fonctionnement, mais les opposants estimaient que son coût de soutien était beaucoup plus élevé qu'il ne l'était. Bien que le SR-71 soit supérieur au U-2 en ce qui concerne la portée, la vitesse et la survie, il lui manquait un lien de données que le U-2 possédait. Cela signifiait que les données du SR-71 ne pouvaient pas être utilisées en temps réel et devaient attendre son retour à la base. Cette limitation a été utilisée comme raison pour fermer le programme. Certains ont soutenu que le manque de mise à niveau le rendait obsolète, favorisant ceux qui poussaient d'autres programmes. Les tentatives d'ajout d'un lien de données ont été entravées par des factions au Pentagone et au Congrès qui voulaient mettre fin au programme. Malgré l'allocation de fonds par le Congrès en 1988 pour maintenir 6 SR-71 en état de volume, l'armée de l'air aurait dû dépenser l'argent. La décision de retirer le SR-71 du service actif a été prise en 1989, avec les dernières missions effectuées en octobre de cette année-là. Le général Schwarzkopf a découvert plus tard, lors de l'opération Desert Storm, que la reconnaissance accélérée que le SR-71 aurait pu fournir n'était pas disponible. Les principales capacités opérationnelles du programme SR-71 ont pris fin en octobre 1989 et l'escadron a fermé à la mi-1990
les avions étant répartis dans des sites d'exposition ou conservés en stockage de réserve. En raison des préoccupations concernant les situations politiques au Moyen-Orient et en Corée du Nord, le Congrès américain a réexaminé le SR-71 en 1993. Le contre-amiral Thomas F. Hall a expliqué que le SR-71 avait été retiré car il ne pouvait pas répondre aux besoins rapides du champ de bataille moderne. Ils estimaient que l'utilisation de la technologie pour obtenir des données en temps réel correspondrait mieux aux besoins uniques du commandant tactique. Ils explorent également d'autres moyens de remplir la mission du SR-71. Mac a informé le comité qu'ils utilisaient des U-2, des RC-135 et d'autres moyens pour recueillir des informations dans certaines zones. Le sénateur Robert Baird et d'autres étaient mécontents qu'un successeur au SR-71 n'ait pas été développé, le considérant aussi performant que le SR-71. Ils ont soutenu qu'il serait impossible de créer un avion aux mêmes capacités que le SR-71 dans un contexte de budget militaire limité. Le Congrès a été déçu par l'absence de remplacement adéquat pour le SR-71, ce qui a influencé les décisions concernant le financement des capteurs d'imagerie sur le U-2. Ils ont ajouté 100 millions de dollars au budget pour remettre en service 3 SR-71, mais l'ont ensuite réduit à 72,5 millions de dollars. Les Skunk Works, responsables de l'aéronef, ont réussi à le remettre en service en respectant le budget de 72 millions de dollars. Le colonel de l'USAF à la retraite Jay Murphy a dirigé les plans de réactivation de Lockheed, tandis que les colonels de l'USAF à la retraite Don Emmons et Barry McKean travaillaient sur la logistique et la structure de soutien. Des pilotes actifs de l'USAF et des officiers des systèmes de reconnaissance ayant de l'expérience avec le SR-71 ont été invités à se porter volontaires pour piloter les avions réactivés. La 9e escadre de reconnaissance à la base aérienne de Beale était responsable de l'aéronef qui opérait depuis un hangar rénové à la base aérienne d'Edwards. Des modifications ont permis la transmission quasi temps réel des images du radar à ouverture synthétique avancées vers des sites terrestres. Ramener le SR-71 a été confronté à de nombreux défis. L'armée de l'air ne l'avait pas prévu dans son budget et les développeurs de véhicules aériens sans pilote craignaient que leur projet ne souffre si l'argent allait au SR-71. Le Congrès devait approuver les fonds chaque année, rendant difficile la planification à long terme pour le SR-71. En 1996, l'armée de l'air a déclaré avoir besoin de financements plus spécifiques et a tenté d'arrêter le programme. Le Congrès a approuvé les fonds, mais en 1997, le président Bill Clinton a tenté d'annuler les 39 millions de dollars alloués au SR-71 en utilisant le veto de ligne. En 1998, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que le veto de ligne était anticonstitutionnel. Le sort du SR-71 est resté incertain jusqu'en septembre 1998, lorsque l'armée de l'air a demandé que les fonds soient utilisés ailleurs, et ils ont retiré définitivement le SR-71 en 1998. La NASA a utilisé les 2 derniers Blackbird volants jusqu'en 1999. Tous les autres Blackbird sont maintenant dans des musées, sauf 2 SR-71 et quelques drones D-21 conservés par le NASA Dryden Flight Research Center. Pendant longtemps, aucun autre avion n'a pu égaler les capacités du SR-71. Maintenant, son successeur, le SR-72, a été introduit. Alors que la puissance militaire de pays comme la Russie et la Chine augmente, les États-Unis ont besoin d'un avion aussi inarrêtable que le Blackbird, et c'est là que le SR-72 intervient. Lockheed Martin a proposé le SR-72 en 2013 comme la prochaine version du SR-71. Il devrait être un avion américain de premier ordre, servant éventuellement de chasseur NGAD de 6e génération, ce qui sera crucial pour la supériorité aérienne dans les décennies à venir. Contrairement au SR-71, le SR-72 aura diverses armes pour se défendre, y compris des canons, des bombes, des missiles, des armes à énergie dirigées par laser et des drones de surveillance. Il aura également des capteurs avancés et des caméras de haute qualité pour capturer des images détaillées sur de longues distances. Ce ne sont là que quelques-unes des capacités remarquables du SR-72, avec plus à venir.
Le SR-72 a le potentiel d'être le chasseur futur de l'US Air Force, équipé de technologies avancées telles que le furtif. Le chasseur NGAD est conçu avec une forme triangulaire, un stockage interne de charges utiles et aucune section de queue distincte, en faisant le premier chasseur avec une conception aussi révolutionnaire. Cette innovation de conception élimine le besoin de stabilisateurs verticaux traditionnels grâce à une technologie de contrôle de flux active inspirée de la manière dont volent les oiseaux. Bien que cette technologie offre une furtivité de premier plan, elle a un coût élevé. Cela explique en partie pourquoi le B-2 coûte 2 milliards de dollars. La NASA a investi une somme importante de 1 milliard de dollars dans le développement du SR-72. Le Congrès a mis de côté plus de 10 milliards de dollars pour le programme NGAD de l'US Air Force en moins d'une décennie, et la Marine a demandé plus de 9 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Le SR-72 est équipé de capteurs et d'armes avancées couvrant une vaste zone. Il peut détecter des cibles, des alliés et des points d'intérêt de plusieurs kilomètres, partageant instantanément les données avec l'ensemble de la flotte. Au lieu de radars sur l'aéronef, le chasseur NGAD utilise des peaux intelligentes électroniquement configurées sur son fuselage, renforçant la sensibilité des capteurs, l'adaptabilité du réseau et le contrôle à distance. Le chasseur est doté d'armes laser à architecture ouverte, de canons haute performance, de missiles, de moteurs AETP avancés coûtant plus de 6 milliards de dollars, d'alliés loyaux, de contre-mesures électroniques de pointe, d'avionique et de communication de premier ordre. Malgré ces avancées, les États-Unis savent qu'il y a toujours place à l'amélioration, surtout avec des adversaires de niveau similaire. Ainsi, le chasseur est conçu pour des mises à niveau facile. Tous ces éléments font estimer le coût de l'aéronef à 1 milliard de dollars l'unité avec une vitesse maximale de Mach 6, en faisant l'une des choses les plus proches d'un véritable avion hypersonique aujourd'hui. Pendant ce temps, à Atlanta, Hermes travaille sur un autre avion aux capacités similaires, le Quarter Horse. Le Quarter Horse, premier avion d'Hermes, est conçu pour être un avion hypersonique piloté à distance avec une vitesse maximale remarquable de Mach 5,5, correspondant presque au Mach 6 du SR-72. Il est considéré comme le seul jet hypersonique avec un potentiel d'utilisation commerciale dans le futur. La NASA et l'Air Force investissent massivement dans Hermes, contribuant plus de 60 millions de dollars rien que de l'Air Force. Si le Quarter Horse s'avère être un succès, sa technologie pourrait trouver des applications militaires et potentiellement orienter le focus militaire américain des technologies furtives vers des capacités à haute vitesse. Actuellement, il détient la plus grande capacité de charge utile parmi les avions hypersoniques, lui valant sa réputation d'avion du futur. Malgré sa grande taille, le Quarter Horse est équipé d'un moteur TBCC basé sur le moteur General Electric G58, réputé pour son efficacité dans l'espace supersonique. Hermes l'a réaffecté en utilisant une technologie propriétaire pour une utilisation hypersonique. Avec environ 7 unités actuellement en possession, le moteur a démontré son succès, produisant 3000 livres de poussée à sec et 5000 livres de poussée avec post-combustion. Cela permet des temps de déplacement considérablement réduits, comme un New-Yorkais atteignant Londres en seulement 1h30, au lieu des 7 habituels, se traduisant par une réduction de coûts d'au moins 450%. Hermes est fier du design impressionnant du Quarter Horse, mettant l'accent sur des systèmes riches en matériel, autonomes et réutilisables adaptés à des exigences spécifiques. Cette approche minimise les composants inutiles, maintenant les coûts du programme relativement bas. Hermes est convaincu que le volume d'essai du Quarter Horse peut être réalisé pour moins de 100 millions de dollars, un chiffre notablement économique pour un projet hypersonique. Le Quarter Horse d'Hermes, le SR-71 Blackbird et le SR-72 fils du Blackbird sont 3 avions chargés de toute la puissance dont disposent les États-Unis, s'assurant que l'Amérique reste en tête dans la compétition des avions ultra rapides. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir davantage de nos vidéos. À bientôt.